Yo, salut tout le monde. Ça y est, la partie 2 de Bleach TYBW est terminée. On a eu les épisodes 24 et 25, enfin non, 25 et 26 du cours 2 de la partie 2, donc les 12 et 13. C'était du très très lourd. On va parler chronologiquement de ce que j'ai pensé de l'épisode, de mon analyse plus ou moins à chaud, c'est-à-dire que j'ai écrit mes idées et ce que j'en pensais à chaud, mais ensuite j'ai laissé un petit peu décanter. Et là, je vais improviser ça avec vous un peu comme si c'était un format podcast. Je vais illustrer ça par des captures d'écran, des images, peut-être même des vidéos, on verra. Et on va discuter de tout ça ensemble et à la fin, on va même théoriser sur les parties 3 et 4 pour ceux qui n'ont pas peur des spoilers et qui ont lu le manga. Donc c'est parti. Si Yhwach pouvait boire une boisson énergisante, je suis sûr que ce serait celle-ci. Non, sérieux, on va en parler plus en longueur après, mais vous avez vu l'aura religieusement stylée de Losvalen? En plus, ça veut dire sélection en allemand, et Oli veut dire sacré en anglais. Et Oli est une marque allemande, tout est lié. Plus sérieusement, je vous ai déjà parlé de ce partenaire solide de ma chaîne, et étant donné que vous avez vraiment bien aimé, et que notre collaboration a été fructueuse, on remet ça. Laisse-moi en une minute expliquer factuellement pourquoi j'estime leur proposition d'une boisson saine et énergisante excellente, avec à la clé de très jolies réductions qui vous permettront d'économiser et en même temps de me soutenir avec un impact positif et encore plus fort qu'avant. Oli, c'est une entreprise made in Berlin et qui a débarqué en force comme Ichigo après son séjour dans le palais du Rayo. Basiquement, on pourrait croire que c'est une énième marque de boisson soft drink comme on en trouve dans toutes les grandes distributions. Sauf que, tu t'en doutes bien, il y a des avantages réels qui la distinguent des autres marques. Il y a 5 grands points positifs littéralement intestables. En numéro 1, déjà l'aspect économique, car on va pas se mentir, ça compte beaucoup. 50 portions te reviennent à 39,99€, donc à 80 centimes la boisson de 500 ml. Ensuite, l'aspect santé, tout aussi important. Dans la gamme Iced Tea par exemple, sont utilisés des antioxydants et de multiples vitamines. Ça fait le lien avec le troisième point. Pas de sucre, pas de taurine bizarre et arômes et colorants naturels, ce qui change tout par rapport à la concurrence. La transparence sur les ingrédients est totale. En numéro 4, pour ceux qui en boivent pour se booster, disons que Oli nous propose des haricots senzu sous forme liquide. Ils utilisent de la New Caf, c'est de la caféine cristallisée qui fait effet plus longtemps tout en évitant le fameux crash post-caféine qu'on connaît tous. Pour finir, ultime point et pas des moindres, c'est écologique. Il y a beaucoup moins d'emballage que pour les canettes et si tu achètes un shaker, t'es tranquille, ça t'évite de jeter des dizaines et des centaines de canettes sur l'année. J'ai bien évidemment pu tester et goûter et mes saveurs préférées c'est le classico Iced Tea Pêche qui met une tempête à la concurrence et vous savez très bien de qui je parle. Si vous aimez l'Iced Tea vraiment, testez celui-ci et vous allez redécouvrir le goût de la boisson à la pêche sans la saturation en sucre. En ce moment il fait encore très chaud et avec des glaçons, c'est une vraie potion magique. J'ai 2 codes à te partager pour en profiter et en même temps me soutenir efficacement. Le premier, Farem5 offre 5€ de réduction des 15€ d'achat dès la première commande. Autant dire que tu vas pouvoir commander de la boisson énergisante et saine à un prix imbattable. Le second, Farem, tout court, t'offre 10% de réduction sur toutes les prochaines commandes. De quoi récidiver tranquillement si tu as déjà apprécié ta première expérience tout comme moi. Je remercie Oli pour leur confiance et ce partenariat et je vous invite au moins à tester une fois et vous verrez si ça vous plaît. Il y a 2 packs découvertes très intéressants et largement rentables que j'ai pu moi-même goûter, l'énergie et l'Iced Tea. Mais le plus rentable et efficace entre nous, ce sont les pots. Avec un seul, t'en auras largement pour ton argent. Pense à chaque fois à utiliser mes codes car comme je vous l'ai dit, en plus de vous régaler, ça vous permet de me soutenir et d'avoir un impact positif réel sur mes projets futurs, encore plus que pour les précédents partenariats. On peut commencer. Alors dès le début de l'épisode 12, on a une petite phase de développement sur les Vaisar. Ça faisait très longtemps qu'on les avait pas vus et je parle des Vaisar qui sont restés sur Terre, donc pas ceux qui ont accepté de rejoindre le Gotai 13. On a Iori qui est devenue un peu la chef depuis que Hirako est parti et j'ai bien aimé l'échange qu'il y a eu avec Kisuke, le frère de Yoruichi, très intéressant, nouveau personnage, il me semble qu'on l'avait pas encore vu et il tient un objet qui est assez intriguant, sûrement une relique mystérieuse de la famille Shuin, car rappelez-vous, durant l'arc de l'exécution de Rukia, plutôt du sauvetage, c'est déjà des artefacts sacrés et royaux, on va dire, de la famille Shiwin qui avait permis de briser le Sokyoku et de sauver Rukia. C'est les artefacts qu'avaient utilisé Kyuraku et Ukitake. Et j'ai bien aimé ce que dit Iori, qu'elle déteste la mentalité de Kisuke, prêt à tout pour le Seretei, mais du moins en apparence, car il a forcément un agenda secret. Et c'est d'ailleurs à ce jour un des plus grands mystères de Bleach. On n'imagine pas quelqu'un comme Kisuke Urahara tout faire par pur altruisme et par dévotion
pour le Seretei. C'est évident que non, tout comme ses recherches sur le Hugyoku, et ainsi de suite, les Jigai, n'a pas de rapport avec la protection du Seretei. Tout ça est lié à quelque chose de plus grand, et j'en parle d'ailleurs dans la vidéo la plus vue de ma chaîne, je crois, 4 grands mystères sur Kisuke Urahara, je crois qu'elle s'appelle comme ça, je vous la montre et je vous la mets en description, mais par contre attention, c'est plein de spoilers. Allez, on poursuit. Il y a une nouvelle OST pour le début des hostilités, c'était vraiment une bonne OST qui ne m'a pas marqué plus que ça, mais elle a pas eu le temps de dévoiler tout son potentiel. Et franchement, ce nouveau rythme là, avec les combats en simultané, donc Yhwach contre Ichibei et la division 0 contre la garde royale de Yhwach, je trouve que c'est une excellente idée, ça met un suspense mais dans tous les sens, et c'est quelque chose qui manquait un petit peu au manga justement et que Tite Kubo n'a pas pu ou n'a pas réussi à faire. Et je pense que c'était son plan initial, je pense que c'est vraiment ce qu'il voulait faire, c'est pas un changement de dernière minute ou autre. La séquence aussi où Ichibei fait le saut à l'encre est très stylée. Ensuite, sa main immense, les pouvoirs de Ichibei c'est quand même quelque chose de dingue, t'as l'impression qu'il a pas vraiment de limite et qu'il est plus qu'un Shinigami lui aussi. Il est pas limité par du Kido seulement ou par des propriétés de Zanpakuto, t'as l'impression que le gars c'est vraiment un moine à part entière, et on le sait de toute façon, il existait avant la séparation des mondes, il est aussi vieux que le Ryo, c'est vraiment un personnage très mystérieux, extraordinaire. La preuve, Ichibei traite Yhwach comme un garnement, il lui dit même si t'es un peu vieilli, t'es toujours un gamin pour moi, c'est quand même absolument fou de dire ça à Yhwach, quelqu'un qui a plus de 1000 ans, qui est le père des Quincy, et etc. quoi. Et il est effrayant quand il dit qu'il va tuer Yhwach, et je l'ai déjà dit plusieurs fois sur Twitter ou X, mais pour moi Ichibei, sur certains plans, et dans son attitude un peu, et tous les mystères qui résident autour de lui, c'est un peu un des personnages les plus glauques et flippants de Bleach, car moi, je ne suis pas spécialement atteint par la peur classique et glauque comme à la Has Note, la peur horrifique et visuelle, c'est plus le côté un peu le regard de celui qui va te faire du sale, et Ichibei quoi. On a ensuite Uetsu contre Askin avec son pouvoir bien broken. D'ailleurs, comme d'habitude, les pouvoirs sont expliqués, donc ça permet de les contrer, mais bon bref, peu importe. On a aussi le parapluie de Senjumaru qui permet de contrer les flèches de Uryu, c'est stylé, et là aussi, je suis pas sûr que ce soit lié à son Zanpakuto, c'est vraiment des capacités propres à ces personnages-là. J'ai bien aimé aussi l'aura dorée et la rapidité de Tanjiro, c'est quelque chose qui est totalement absent du manga là aussi. De toute façon, grosso modo, quasiment tous les épisodes là, quasiment le gros, c'est de l'inédit, ce n'est pas dans le manga. C'était drôle aussi de voir Ashvalt se faire one-shot, se faire exploser par Tanjiro, que personne ne prenait au sérieux, alors que Ashvalt, au contraire, tout le monde le plaçait très très haut dans ses classements de puissance, et là il l'atomise en 2-2 quoi, c'était assez drôle. Et encore une fois, comme je disais, oui, Askin qui parle trop et qui permet à Uetsu de tout comprendre et de s'en sortir. Ensuite, encore une fois, un nouvel ajout, Tanjiro qui soigne Uetsu avec la source rouge qu'on a déjà vu pour Byakuya, c'est une excellente idée, ça réexploite quelque chose qui a déjà été mis dans le manga et qui n'a pas été utilisé à nouveau, et c'est un peu dommage, et là ça fait totalement sens, ça a totalement du sens. Et pour aller dans le sens de ce que je disais juste avant, même Yhwach dit que Ichibei a un visage terrifiant. C'est dire, Yhwach le pense, le voit, le constate, et les capacités d'Ichibei, ça s'ajoute sans cesse. Et là, en fait, on apprend que son Zanpakuto peut couper les noms en deux, et en coupant un nom en deux, il en divise la puissance. C'est dingue. Et c'est un pouvoir conceptuellement efficace et assez original, je trouve. J'avais pas encore vu ça. Ensuite, on a la scène ignoble avec Giselle et Bambietta. Je suis assez étonné qu'elle n'ait pas été censurée, mais ils ont fait exprès de mettre beaucoup d'obscurité. On voit pas très bien ce qui se passe, mais des petits malins se sont amusés à augmenter la luminosité à fond, et il n'y a vraiment aucune censure, et c'est vachement glauque, et je déteste, je vous le dis. Hein. En tant que personnage de fiction et dans Bleach, j'aime bien, mais je déteste Giselle quand même, quoi. Elle est ignoble, elle est mauvaise, c'est une psychopathe, bref. Mais le personnage est écrit pour ça, et en ce sens-là, c'est réussi et c'est un bon personnage. Ensuite, on a l'espèce de sort Quincy de Yhwach, qui est en fait Losvalen, et à un moment donné, il mentionne le cercueil d'Adnieus. Et là, ça part dans tous les sens niveau théorie, parce que on est tenté de penser que le cercueil d'Adnieus, c'est le Ryo, c'est le roi spirituel qui est dans un cercueil. Et en même temps, on peut faire le lien aussi avec Adonai, qui est censé être le nom du Tout-Puissant dans la Bible, tout comme Yhwach d'ailleurs est le tétragramme pour le désigner. Sauf que Adnieus aussi, ça peut être quelque chose en lien avec la mythologie grecque, et etc. Donc là, je pense qu'on en reparlera ultérieurement, sinon la vidéo va s'éterniser sur ce point, mais c'est très intriguant. Tout comme il est possible que c'est juste une espèce de récitation un peu random, faut pas trop creuser, c'est juste pour le flow.
le style, tout comme les sorts de Kido en réalité. Et là on a Los Valen, c'était une scène extraordinaire. Pour moi c'est l'une des meilleures de la partie 2, avec l'OST, la réaction de Lil Toto qui demande mais on était quoi pour vous, la réponse de Yuabak, Basby aussi qui est en PLS devant un Renji en Bankai, et là on sent qu'il y a une espèce qu'il va y avoir peut-être convergence, que là les Shinigami se disent attends non, le vrai ennemi est au-dessus de nous, il a abandonné ce qu'on est en train d'affronter, et même eux sont dépassés par ce qui se passe et sont dégoûtés. Et j'ai beaucoup apprécié la séquence où Lil Toto et Basby disent pas question que je meure ici en simultané, c'était très très classe. Ensuite on a Kyoraku qui comprend que le danger c'est désormais pour le Reio, c'est plus pour le Seretei ou le Gotei 13 ou autre. Il comprend l'ampleur de la menace avec Los Valen, et il démontre par là même que c'est un bon capitaine commandant qui prend les décisions et qui agit rapidement avec discernement. Et vous allez voir par la suite, je ne spoil pas dans cette partie de la vidéo, mais la musique, les plans, ça m'a rappelé des vibes un peu, une aura à la FMA Brotherhood pour ceux qui l'ont vu. Le bruit des cloches, l'aura très orchestrale, très religieux, très dramatique, très inéluctable, qui vient du ciel, qui écrase l'humanité de tout son poids et de son fatalisme et de son sacré, c'était extraordinaire. Et ensuite on a les vols standing de l'élite, sauf Uryu et Ashvalt. Et c'est très intriguant, on se demande pourquoi, je vais pas développer, mais voilà. Et Los Valen a donc énormément boosté la garde royale de Yuabak, et ils se relèvent tous. Et on a une scène post-générique avec Kyoraku, Ukitake et un certain Kamikake qui serait prêt. Là, évidemment, je ne vais pas spoiler, mais je pense que si t'es un anime only et que tu m'écoutes là, t'as dû péter ton crâne, parce que c'est trop mystérieux. Et nous là, qui connaissons la suite, on sait ce que c'est, donc c'est pas ça qui nous fait le plus réagir, mais je crois que si je découvrais cette scène et tout, mais je me serais dit mais attends, mais Ukitake prépare quoi? C'est quoi le Kamikake? C'est son Bankai? Pourquoi cette forme noire et glauque sur le sol? Bref, vous allez voir, ça va arriver dans la partie 3. Là, on va commencer à parler de l'épisode 13, donc le tout dernier, et on va continuer donc tout simplement sur Los Valen, la nouvelle OST extraordinaire, qui pour le coup on se plaignait qu'il n'y avait pas d'OST assez marquante peut-être ou inédite, là on est carrément servi, et l'épisode 13 niveau OST nous régale. La prestance de Yuabak, ses répliques cultes, et notamment sur le Reio, je suis là pour m'accaparer de tout dans ce monde, et même le Reio, c'est dingue, c'est vraiment des répliques cultes qui forgent un personnage et un antagoniste. Le plan sur le Reio derrière qui est inédit, là aussi c'était trop lourd, il y a un changement d'ambiance temporaire, fini le ciel rouge, fini le ciel bleu aussi, azur et infini, j'ai vraiment aimé, là ça devient la dimension des Quincy pendant le temps de Los Valen, et Yuabak nous montre vraiment qu'il va devenir le roi de ce monde, on le sent, ça y est, c'est parti, là il a enclenché la 6ème vitesse, et derrière Uematsu se fait goumer direct, et il y a la musique Treachery qui commence, la musique que l'on associait à Aizen et aux moments les plus épiques et cultes des combats, cette nouvelle version, avec encore plus de basses et de guitares lourdes, et vraiment pour moi c'est mon gros coup de cœur niveau OST avec la précédente de Los Valen, et Uematsu qui se refait encore soigner, et qui revient, et ça prolonge encore le combat, c'est extraordinaire, parce que donc ils ont ajouté des choses avant et après, parce que là, pour vous dire, je m'adresse au anime only, le combat de la division 0 se terminait ici. Uematsu se prenait une giga bastos, et ensuite il y avait une ellipse, et je vous dis pas la suite, mais grosso modo on n'en voyait pas davantage, et là on sent que tout va être différent, et à partir de là l'épisode rentre dans l'histoire de Bleach réellement, et Tite Kubo nous montre qu'il fallait lui faire confiance, que la division 0 ne sont pas des fraudes, qu'on a eu tort durant toutes ces années, enfin on pouvait pas savoir, et que désormais il va falloir leur mettre beaucoup de respect, et que la manière dont ils ont été présentés, c'est-à-dire que, à eux seuls, à eux 5, ils sont encore plus puissants que le Gotei 13, c'est totalement vrai, et ils le rappellent d'ailleurs eux-mêmes. C'est ça la division 0, c'est ça l'ultime rempart pour protéger le Reio. Et là on peut se laisser aller et imaginer mais comment aurait fait Aizen pour gérer ce qui va suivre. Ah là là, Senjumaru, elle est vraiment trop forte. Et Ikifune qui agit enfin derrière contre Pernida, Tenjiro qui affronte Askin, j'aime bien le fait que les matchs, c'est pas forcément toujours les mêmes adversaires, ça bouge, etc. Ensuite on voit les espèces de gift ball, c'est pas encore développé mais c'est une capacité de Askin, et il y a Ichibei qui continue de manquer de respect à Yuabak et qui dit juste la première partie de son nom, les premières lettres, c'est-à-dire Yua. La puissance d'Ichibei est hors norme, c'est vraiment le Shinigami le plus puissant, et même si Yamamoto, etc. ont démontré des performances exceptionnelles, Ichibei est à un autre niveau. Pour moi, c'est plus qu'un Shinigami, il est autre chose, c'est un moine, et c'est le seul moine de l'univers de Bleach, il est au-dessus, il est unique. Et ensuite il nous sort Ishimonji, qui est donc son Zanpakuto, avec une musique bien sombre, c'est-à-dire que l'inquiétude vient des pouvoirs de celui qui est censé être le gentil et le protecteur du monde, Ichibei. Et ensuite, Yuabak veut utiliser son épée, et il ne peut pas, à cause de l'encre mystérieuse de Ichibei. Et donc ce qui n'a pas de nom n'a pas de pouvoir, et rappelez-vous, dans Bleach, les noms ont un poids, ont un sens.
et sont directement corrélés à l'essence et la substance des éléments qu'ils désignent. Donc une épée qui n'a plus de nom, que tu ne peux pas prononcer, et même dans ta tête, il n'y a plus le nom, eh bien elle n'a plus vraiment de pouvoir. Et c'est assez intriguant. Et vous savez que là, j'hésite, parce que je m'adresse toujours aussi au anime only. Mais Tite Kubo a confirmé que si, lorsque Ichigo a parlé à Zangetsu dans son monde intérieur pour la première fois, le nom de Zangetsu était caché d'une encre noire. Et des gens ont demandé au club Outside, c'est-à-dire le fan club de Tite Kubo, payant, et uniquement pour les japonais, s'il y avait un lien avec la capacité d'Ichibei, qui était de modifier les noms, de les cacher, de les effacer. Et Tite Kubo a prouvé que oui. Donc techniquement, on sait que l'épée de Yhwach, c'était peut-être Zangetsu, ou encore autre chose. Non mais là vous vous rendez pas compte, c'est l'un des plus gros foreshadowing de l'histoire de Bleach, c'est vraiment dingue. Ensuite Ichibei qui continue d'avoir des gros plans stylés sur son visage, il est ultra charismatique et effrayant. La situation ensuite s'inverse, avec la musique du combat de Unohana, c'est-à-dire que là c'est la garde royale qui reprend le dessus, avec la fourberie d'Askin qui fuit pour derrière détruire encore mieux, et on enchaîne directement, on revient sur Ichibei qui perd sa noirceur et qui devient le Père Noël, et ensuite boum, encore what the fuck, la division qui lâche rien. Et attendez, mais c'est quoi cette scène de barge qu'il y a derrière où il se suicide pour Senjumaru? Et là ensuite il est question d'un sceau du serment du sang, et il est brisé une fois que les 3 autres meurent et se sacrifient. Et là, c'est le moment d'expliquer les choses. En gros, il faut comprendre que la Division 0, ils sont vraiment beaucoup plus forts que le Gotei 13. Ils sont dans une autre dimension, au sens littéral et dans tous les sens du terme. Et si ils utilisent leur Bankai, ils font trembler les 3 mondes. On sait que Yamamoto pourrait détruire Soul Society avec Zanka no Tachi, avec son Bankai. Là, on parle de faire trembler les 3 mondes. Un seul membre de la Division 0 fait trembler les 3 mondes. Et on le verra d'ailleurs avec un plan sur le monde des humains avec Ishin, avec Ryuken, etc. Et donc, si tous les membres de la Division 0 utilisaient leur pouvoir simultanément, ils pourraient détruire justement l'équilibre des mondes et tout détruire, tellement ils sont surpuissants. Donc ils ont des espèces de sceaux, et donc ils doivent mourir, c'est les 3 autres. Il faut qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit en vie, et là ça permet de libérer les sceaux qui d'ailleurs visiblement ont peut-être été tracés par Ichibei, car lui il n'est pas concerné par ça, visiblement, il est au-dessus. Et donc cette mesure drastique, c'est le fait qu'il n'y ait plus qu'un seul membre de la Division 0 encore vivant. Donc là oui, c'est chaud, tu peux utiliser ton Bankai, et c'est Oetsu qui prend la parole, qui prend un peu le lead et qui dit Senjumaru, c'est toi qui vas les exploser, sûrement parce qu'il connaît son Bankai, et en plus elle peut gérer plusieurs adversaires en même temps. Et c'est ce qu'on voit ensuite. Le Bankai de Senjumaru est une œuvre d'art. C'est peut-être même le plus beau Bankai devant celui de Rukia. Et il est totalement inédit, ça n'existe pas dans le manga, ça. C'est dingue. Et là forcément on se met en plus à imaginer le Bankai des autres membres de la garde royale, de la Division 0 pardon, et on se dit mais ça doit être quelque chose pareil, de tellement lourd quoi. Et on espère pouvoir voir à quoi ça ressemblera par la suite. Peut-être dans la partie 3, peut-être encore plus tard, qui sait. Et là je pense qu'on peut le dire, Senjumaru est officiellement le personnage féminin le plus puissant de Bleach, devant Voyoruchi, je suis désolé, et peut-être même devant Unohana. Franchement, regardez le Bankai de Unohana, et regardez le Bankai de Senjumaru, qui, à elle seule, visiblement, elle a pu sceller et se farcir la garde royale de Yhwach solo, alors qu'ils étaient en Volstandig et qu'ils étaient boostés par Los Valen. Et elle en a fait des toiles. En gros, elle scelle ses ennemis, et elle utilise un peu comme des illusions, mais je pense que c'est davantage que des illusions, c'est pas comme le Bankai de Rose, c'est encore différent. Et là, il y a plusieurs pistes. Est-ce qu'elle exploite leur peur primitive pour ensuite les bloquer psychologiquement et les sceller et les enfermer dans des toiles pour l'éternité? Est-ce qu'elle exploite un peu des visions du futur de comment ils vont mourir? C'est mystérieux. C'est soit ça fait référence à leur passé, et donc à leur trauma, et donc le lien avec leur Shrift, leur pouvoir. C'est une théorie qui est très répandue par rapport au Quincy et leur Shrift, leur pouvoir, que en gros, chaque Quincy, chaque Sternritter a un pouvoir en lien avec un traumatisme du passé. Et on développera ça dans une autre vidéo. Ou alors, soit comment ils sont censés mourir, enfin ce qu'ils vont subir par la suite. Et là on va énumérer rapidement quelques points. Mais non, je peux pas en fait, sinon je vais spoiler. Donc on en parlera peut-être dans la partie spoiler. Et Ichibei qui revient encore plus dangereux en récupérant le noir du monde, car tout le noir lui appartient, même celui sur les uniformes de Shinigami, tout. Et ensuite il nous révèle qu'il est tellement vieux que lui, il appelle même pas ça Bankai. Lui à l'époque, ça s'appelait pas, ça n'avait pas de nom, personne n'en avait, et lui il a eu son épée en quelque sorte, son pinceau, sa capacité avant même la création des Zanpakuto et des Bankai. C'est quand même un truc de malade mental. Et Yhwach qui devient donc une fourmi noire, bordel. On passe de l'antagoniste le plus puissant, un des personnages les plus effrayants, et t'as l'impression qu'il est vraiment, il est ultra fort, de Bleach, qu'il a pas de limite, qu'il peut pas perdre. Ichibei, il le réduit à une fourmi, il le renomme fourmi, et il l'appelle roi des insectes. Et ça se termine comme ça. Et on a Yhwach qui est donc détruit, qui n'est plus rien, qui n'est plus qu'une fourmi. La fin est trop frustrante, mais au moins les animés only vont littéralement devenir dingues, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se jeter sur les tomes, acheter les tomes, c'est important, pour soutenir. Et ensuite on a les scènes comiques à la fin avec Kon, c'était assez what the fuck, franchement, ça fait plaisir
plaisir de voir le guide illustré à l'ancienne, comme dans l'ancien animé revenir, mais on va pas se mentir, hein, c'était nul. On aurait aimé que ces minutes-là soient utilisées intelligemment pour montrer la suite du combat surtout, et pour ajouter des scènes intéressantes sur l'histoire, etc. Mais bon, on va se dire que c'est une question de budget, ça se voit, car vraiment, hein, c'est des avatars qui bougent à peine et qui parlent, c'était décevant. Mais écoutez, j'espère qu'ils feront pas ça à chaque fois, qu'ils vont comprendre que c'est pas terrible et que c'était nul, vraiment. Et donc, pour terminer, avant de passer à la partie spoiler, j'ai adoré ces 2 épisodes, vraiment. La partie 3 arrive en 2024, c'est sûr, mais on n'a pas de date précise. Espérons qu'ils vont vraiment prendre leur temps et nous fournir une animation de qualité avec des ajouts importants qui vont continuer de construire ce qu'ils ont commencé à bâtir avec les ajouts qu'on a eu. Je pense que la partie 3 et la partie 4 auront bien plus d'ajouts encore inédits, car tout simplement il reste très peu de tomes à adapter, vraiment il en reste pas beaucoup, ça va être très très lourd. Là je m'adresse aux anime only, abonnez-vous, laissez votre commentaire, dites-moi quel est l'épisode que vous avez le plus préféré de cette partie 2, quel est le Bankai qui vous a le plus marqué, même si j'ai ma petite idée. Bon en vrai non, il y a beaucoup de concurrence. Moi je vous dis à la prochaine, et là je vais m'adresser à ceux qui ont lu le manga et ceux qui sont prêts pour les spoilers. Alors, déjà je veux revenir sur un truc que j'ai dit par rapport à Kisuke Urahara. Évidemment que Kisuke ne fait pas ça que pour le Seretei, il a un plan secret, un agenda secret, et justement en ce moment je lis le tome 2 de CFYOW, et dedans il le dit lui-même que lui, il mêle toujours ses envies personnelles et son activité professionnelle. Il fait tout parce qu'il en a envie pour des raisons très personnelles. Il le dit, il l'affirme dans l'un des premiers chapitres du roman. Et évidemment donc tout ce qu'il fait même là actuellement, il se cache derrière le Seretei, etc. Mais non, c'est parce qu'il a une vision à très long terme, il a des plans. Et ces plans sont liés à la création du Hugyoku, etc. Et je veux pas m'avancer, de toute façon j'ai déjà fait une grosse théorie dessus, allez la voir, et je compte faire un jour une nouvelle vidéo sur Kisuke, mais voilà. Ensuite on va parler du Bankai de Senjumaru et du lien avec les Sternritter et l'élite royale, la garde royale, la Schutzstaffel. Senjumaru, elle gèle Gérard, et on sait que c'est ce que fera Toshiro Itsugaya. Ensuite, elle brûle Jugram, et c'est ce que voulait faire Basby, et c'est lié un peu à leur passé. Elle piège Askin et le perce de tout un tas de trous. Et c'est exactement tout comme lui, terminé dans son propre Volstading, il est piégé littéralement, il meurt dedans, et surtout il se fait percer la poitrine par Grimjo par derrière, et ça lui fait un trou. Et là, il est censé mourir piégé dans un piège qui va lui causer une quantité de trous phénoménale. Ensuite, elle fait en sorte que l'île Barreau se tire dessus lui-même, et meurt de son propre pouvoir. Exactement, tout comme Nanao va lui faire, en lui reflétant son propre pouvoir et le vaincre un peu de cette manière-là. Ensuite, elle utilise des mains étranges pour attraper, piéger et tuer Pernida. Baby Hold Your Hand, c'est le nom des chapitres où Mayuri le bat, etc. C'est assez évident, en fait, j'ai pas besoin de développer pour Pernida si vous savez qui c'est. Si vous savez que c'est le bras gauche du roi spirituel, etc. Mais il y a une autre piste, ça peut aussi être lié à leur peur et à leur traumatisme du passé. Peut-être que Gérard a subi un gros froid, peut-être que Askin lui-même a été torturé par le passé, peut-être que l'île Barreau lui-même a vécu dans la peur de se faire tirer dessus de loin, comme une proie isolée. Enfin vous voyez, il y a plusieurs interprétations possibles, c'est pas encore tout à fait clair, et c'est là que je me dis qu'il faut vraiment un databook un jour sur cet arc de la guerre sanglante millénaire, car il y a beaucoup de choses à éclaircir sur les Quincy, sur les Bankai, sur énormément de choses en fait. Tite Kubo s'il te plaît, une fois que la partie 4 sera terminée, sors-nous un databook énormissime avec plein d'illustrations, plein de réponses, et même des clés pour la suite, et ton arc en enfer enfoiré. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour cette review semi à chaud. J'ai vraiment bien aimé cette partie 2, même s'il y avait des moments un peu moyens en termes de dynamisme, de passing. J'ai beaucoup de choses à redire. Peut-être que si je trouve la motivation et si j'ai les idées, si j'estime que c'est pertinent, je ferai une vidéo pour dire ce que j'en ai pensé. Peut-être même un live en toute détente, car il faut que je fasse des lives, ça fait longtemps que j'en parle. Allez voir sur mon compte X, suivez-moi là-bas, car je vais peut-être bientôt refaire un concours. J'y partage des choses intéressantes, comme notamment la bande-annonce de la partie 3, qui est déjà publiée, qui est déjà sortie. Moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, car je vais sortir beaucoup de vidéos dans les jours à suivre, dans les semaines à suivre, notamment une nouvelle théorie sur Kuchiki Byakuya, enfin, je compte également faire une vidéo sur les moments les plus tristes, une autre vidéo sur Aizen, enfin, une vidéo sur des mystères en lien avec Rukia, encore, car il y a de nouveaux éléments, et donc Kisuke Urahara, en gros du très très lourd est à venir. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, faites très attention aux aiguilles, ça peut piquer, moi je vous dis à la prochaine, sur ce... Ciao.